Elle s'est définie comme étant une maladie marquée par un dysfonctionnement des reins à filtrer convenablement le sang de l'organisme. Vous l'aurez bien compris, nous parlons aujourd'hui de l'insuffisance rénale, une maladie silencieuse qui fait des ravages à travers le monde. Sur ce plateau, pour aborder le sujet, nous avons Dr Fatimata Diallo, néphrologue au CHU de Tengango. Bonjour docteur et bienvenue à l'émission C'est ma santé. Également sur le plateau, Ulrich Gauthier Sanon, vice-président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, docteur, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de situer quand même le rôle et l'importance du rein dans l'organisme humain. Quels sont les rôles que joue le rein dans l'organisme humain? Merci de me donner l'occasion de parler du rein et de ses fonctions, de la maladie rénale en général. Donc, en effet, nous avons en général deux reins qui sont situés dans les deux fosses lombaires, de part et d'autre de la colonne vertébrale, entre la 11e vertèbre thoracique et la 3e vertèbre lombaire. Elles sont en forme de haricot et elles mesurent en moyenne 10 à 13 cm selon la morphologie de la personne et avec une largeur qui est comprise entre 5 et 6 cm et elles pèsent en moyenne 130 grammes. Et donc ces reins, elles assurent plusieurs fonctions dans l'organisme, notamment la filtration du sang. Donc elles épurent le sang de ses déchets, elles contribuent à l'équilibre hydrique de l'organisme, donc l'eau en excès est évacuée dans les urines et le reste est réabsorbé par les tubules. Et en plus de ces deux fonctions, il y a également l'équilibre acido-base, l'équilibre électrolytique, donc les électrolytes, ce sont le calcium, le sodium, le phosphore, le magnésium. Donc le rein contribue à équilibrer ces composants dans l'organisme. Et en plus de ça, il y a également la fonction endocrine, donc c'est-à-dire que le rein produit des hormones qui vont contribuer à, pour certaines comme la rénine, à équilibrer la tension artérielle. L'érythropoïétine, qui est également une autre hormone qui est produite en grande partie par le rein, qui va contribuer à la synthèse des globules rouges, que comme vous le savez, va permettre le transport du sang et de l'oxygène aux différents tissus et cellules de l'organisme. En plus de ça, il y a également encore une autre hormone qui est très importante, qui est la vitamine D active, qui va permettre d'absorber le calcium au niveau digestif, calcium qui va jouer un rôle dans la formation des os et des dents. Donc c'est quand ces fonctions les reins n'arrivent pas à assurer toutes ces fonctions. On parle d'insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale, chronique, c'est quand le rein n'arrive plus à assurer ses fonctions depuis plus de 3 mois au moins. Donc on parle en ce moment d'une diminution, on a une diminution du débit de filtration glomérulaire. Donc le débit de filtration glomérulaire, ça correspond en fait au volume de sang que le rein épure par minute. Donc quand la créate augmente, le débit de filtration diminue. Et en ce moment, et si ça dure depuis plus de 3 mois, on parle d'insuffisance rénale chronique. Il faut attendre 3 mois pour confirmer qu'on est victime de l'insuffisance rénale ou pas? Il faut attendre 3 mois, oui, parce que en fait, c'est surtout sur des critères anamnestiques. Si le patient vous dit qu'il avait une atteinte des reins ou une maladie rénale ou une maladie qui pourrait causer une insuffisance rénale depuis au moins 3 mois, ben, c'est un critère qui nous fait retenir que c'est une insuffisance rénale chronique. Voilà. Ok. Monsieur Sanon, vous êtes le vice-président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Alors, pour vous, comment vous avez découvert votre maladie? Comment c'est arrivé? Moi, c'est suite à l'hypertension artérielle entre 2017 et 2020. Et j'ai été au moins hospitalisé plus de 2 fois pour l'hypertension artérielle. Et c'est en 2020 finalement qu'on a découvert que c'est une insuffisance rénale chronique. Par rapport à ça, quels sont les signes que vous manifestiez en santé? Il arrivait quand j'arrive au service et je mets des souliers, à un moment donné je sens que les pieds se chauffent
j'enlève les chaussures, après les pieds semblent les éodèmes, je ne peux plus les mettre. Voilà. Et la nuit, quand je suis couché, j'ai l'impression que je me noie, je n'arrive pas à bien respirer. Bon, c'est suite à beaucoup de paramètres comme ça que finalement c'était une insuffisance rénale. Et malheureusement, c'était chronique déjà. Ok. Il a parlé de l'insuffisance rénale chronique. Est-ce que cette maladie peut se présenter sous plusieurs formes? En effet, on a l'insuffisance rénale aiguë qui est heureusement réversible. C'est une altération rapide de la fonction rénale en quelques heures, en quelques jours à semaine, mais qui heureusement est réversible si elle est prise adéquatement en charge. Et il y a l'insuffisance rénale chronique qui malheureusement, et dans notre contexte surtout, est diagnostiquée à un stade avancé. Donc là, je vais vous parler peut-être des différents stades de l'insuffisance rénale chronique, parce que l'insuffisance rénale chronique comporte plusieurs stades d'évolution. Donc ça va du stade 1 au stade 5. Le stade 1, on a une altération, on peut avoir comme je vous ai dit au départ, donc un débit de filtration glomérulaire qui est normal, qui est donc à 90 ou plus de 90, mais cependant, on a une anomalie structurelle ou morphologique des reins qui peut, en fait, avec une expression clinique. Et dans ce cas, on parle d'insuffisance rénale débutante, qui est au stade 1. Et par la suite, malheureusement, ça peut évoluer vers le stade 5, qui est le stade ultime de l'insuffisance rénale. Le stade 5, c'est l'insuffisance rénale chronique où le DFG est inférieur à 15. Est-ce que c'est une maladie sévère? La maladie rénale chronique, ça dépend du stade. C'est communément appelé le tueur silencieux. Donc, en général, les symptômes de la maladie rénale chronique commencent à s'exprimer à partir du stade 3. Donc, vous voyez, le stade 1 et 2, le patient peut ne même pas savoir si ce n'est pas dépisté. Il peut être avec sa maladie et il ne présente aucun symptôme. Et donc, c'est au-delà du stade 3 que le patient peut commencer à présenter les symptômes, comme vient de le citer M. Sanon. Donc, au début, ça peut être juste une légère asthénie, un manque de concentration, un manque d'appétit, des signes digestifs à type de nausées banaux et qui peuvent aller jusqu'au vomissement, des douleurs épigastriques, un gonflement au niveau des pieds, du visage, de l'abdomen. Voilà, un prurite, tout bête, hein, un patient qui commence à se gratter. Ça peut être un des premiers signes de l'insuffisance rénale chronique. Ça peut aller de la fatigue à la somnolence, à des troubles neurologiques plus prononcés. Voilà, donc en fait, ça peut aller de signes banaux à des choses un peu plus bruyantes. Et le patient peut également présenter en fait des signes pulmonaires et cardiaques à type de toux. Un patient qui n'arrive plus à se coucher, quand il se couche la nuit, il a du mal à respirer, il faut qu'il se mette assis parce qu'il y a déjà de l'eau dans les poumons. Il tousse, il a un inconfort ou bien qu'il n'arrive plus à faire une petite marche parce que quand il fournit un effort physique, il est essoufflé. Voilà, et puis ça peut aller en fait, comme je vous ai dit, d'un petit inconfort respiratoire jusqu'à la dyspnée où le patient n'arrive plus du tout à respirer parce que les poumons se noient dans l'eau. Voilà. Monsieur Sanou, quelles ont été vos premières réactions quand vous avez été diagnostiqué insuffisant rénal? Bon, d'abord, il faut reconnaître que quand on parle de chronique, au début, ça fait peur. Hein? C'est-à-dire pour l'accepter d'abord, la maladie, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, après, avec le traitement, on commence à avoir le moral et puis par la suite, ça va. Est-ce qu'avant la survenue de la maladie, vous avez des notions sur la maladie? Vous avez des informations sur la maladie? Bon, malheureusement, pas tellement d'informations comme ça. Voilà, pas d'informations comme ça. J'entendais parler, peut-être des connaissants un peu qui avaient cette maladie, mais je ne mesurais pas l'ampleur vraiment de cette maladie avant d'y arriver. Voilà. Il y a un manque de communication autour de la maladie. Les gens méconnaissent un peu la maladie. Tout à fait. C'est pas faux. Bon, nous essayons comme on peut. Comme vous savez, il y a une trentaine de néphrologues actuellement au Burkina pour plus de 20 000 patients souffrant de maladies rénales.
vous voyez que la charge de travail est énorme, mais nous essayons, quand nous pouvons, de sensibiliser, d'informer. Et donc, puisque vous me jetez la perche, donc je pense que les autorités devraient mettre l'accent sur la sensibilisation, l'information et la prévention de la maladie rénale. C'est très important parce qu'en général, les patients arrivent à un stade terminal avancé où ils ne sont pas au courant et leur entourage n'est pas souvent au courant de la maladie rénale chronique, de la maladie rénale tout court. Okay. Vous avez parlé de 20 000, ça c'est au plan national, hein? 20 000 patients. Oui, en fait, ce sont des chiffres extrapolés parce qu'aujourd'hui, dans le monde, 10 à 13% de la population souffre de maladie rénale. Quand on extrapole au Burkina, par rapport à la population burkinabé, on est autour de 200 000 patients qui sont atteints de maladie rénale et plus de 20 000 qui sont en insuffisance rénale chronique. Pour suivre un micro-trottoir réalisé par Daouda Porgo de la rédaction de Burkina Info sur la maladie rénale. À vrai dire, je ne connaissais pas la maladie, mais j'entends parler parfois à la télé qu'il y a une maladie qui s'appelle l'insuffisance rénale et que c'est dû aux différents toxiques que nous consommons, extraits, je ne sais pas, des cigarettes, des boissons et autres. Mais à vrai dire, je n'ai pas vu quelqu'un qui souffre de la maladie. Voilà. Donc, je n'ai jamais rencontré une personne qui souffre de la maladie pour dire que non, une telle personne souffre. Donc, je ne peux pas trop appuyer sur ça. L'insuffisance rénale, c'est une maladie, voilà, qui agit au niveau des reins. Voilà. On pense que c'est une maladie de part qui n'est pas contagieuse. Voilà. Cette maladie est due à la consommation de certaines substances, par exemple le sel, et aussi les boissons, disons, énergétiques. Je sais que ce sont des trucs qui agissent beaucoup vraiment sur le rein. Voilà. Et puis aussi le sel. Le sel aussi agit beaucoup sur le rein. Donc j'exhorte tout le monde à vraiment faire beaucoup attention aussi à pratiquer des activités sportives et physiques régulièrement pour s'éloigner de cette maladie-là. L'insuffisance rénale, en réalité, bon, j'ai pas trop de notions là-dessus, mais bon, lorsqu'on parle d'insuffisance, déjà, c'est qu'il y a un manque à quelque part, et lorsqu'on parle aussi des reins, bon, on sait que c'est des organes qui jouent un rôle essentiel dans l'organisme, et donc, bon, l'insuffisance rénale, voilà, c'est-à-dire justement que les reins ne fonctionnent plus bien. Maintenant, quant aux causes ou les causes exactes, bon, je ne connais pas trop, mais je sais peut-être que voilà, l'alimentation, peut-être les quantités d'eau consommées par jour, et peut-être la consommation de beaucoup d'autres aliments ou bien peut-être d'autres boissons, voilà, peuvent justement avoir un effet sur voilà, les reins, voilà, et justement causer l'insuffisance rénale. Bon, sinon, je n'ai pas trop de notions là-dessus. En réalité de cette maladie, moi j'ai pratiquement été victime parce qu'il y a mon enfant qui est décédé de ça. Voilà, maintenant c'était pendant l'hivernage. Voilà, il a été affecté. Bon, je me dis peut-être qu'il est né avec parce que l'enfant il n'avait pas 4 ans, il a 3 ans. Voilà, donc quand on est arrivé à l'hôpital, c'était au pédiatrie, Charles de Gaulle. Voilà, ils nous ont fait savoir qu'effectivement l'enfant a une maladie de rein, qu'il y a l'un de ses reins qui est affecté, celle de la droite précisément. Voilà, donc après les examens et tout, ils ont dit qu'il faut une intervention. On a essayé de faire ce qu'on peut, voilà, ils ont fait l'intervention. Maintenant, après l'intervention, 3 mois après encore, l'enfant a commencé à se sentir encore mal, donc on est reparti. Bon, puisqu'on partait d'abord même pour les suivre, même à l'issue même de l'intervention, on partait pour des interventions, comment on appelle ça, des examens. Maintenant, après les 3 mois encore, ça a démarré encore plus fort. Je n'arrivais pas à pisser, quand il pissait c'était du sang, tout ça là. Donc quand on est parti, ils nous ont dit qu'il y a l'autre là aussi qui est atteint. Bon, donc nous on savait que c'était la fin, bon, vraiment on n'avait pas le choix. Mais l'enfant a finalement succombé voilà, à la maladie. Retour sur le plateau avec nos invités. Docteur, vous avez suivi le micro-trottoir. Est-ce qu'un enfant de moins de 3 ans, entre 3 et 4 ans, peut être victime de l'insuffisance rénale? En effet, un enfant peut être atteint de maladie rénale si c'est une maladie qui atteint en fait une malformation des voies urinaires ou bien une maladie héréditaire. Donc oui, les enfants peuvent être atteints de maladie rénale. Et hormis ces cas où c'est congénital, on peut avoir par exemple dans notre contexte, c'est pas rare d'avoir pendant la saison hivernale des enfants qui contractent le palud et qui font des insuffisances rénales aiguës dessus. Et si c'est
pas diagnostiquée à temps et prise en charge de façon adéquate, ben ça va évoluer vers une maladie rénale chronique malheureusement. Et quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Le paludisme, comme je viens de dire, donc un enfant qui est malade du palu. Donc le paludisme en lui-même peut atteindre donc les structures du rein et entraîner une insuffisance rénale aiguë. Et le paludisme, comme vous le savez, entraîne donc des vomissements, une diarrhée. Et donc l'enfant peut se déshydrater et donc faire une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Et ça peut aller jusqu'à la nécrose tubulaire, donc une atteinte des constituants du rein qui va par la suite se compliquer si ce n'est pas pris en charge de façon adéquate par une insuffisance rénale chronique. Et qui va évoluer malheureusement vers la maladie rénale chronique terminale. Okay. Les intervenants ont parlé aussi de la consommation, notre hygiène alimentaire. Oui, et qu'il y a des produits aussi que nous prenons chaque jour. Tout à fait, tout à fait. L'un des facteurs de risque, c'est en fait l'utilisation de façon, je dirais, incontrôlée de certains médicaments. Même les médicaments modernes de la pharmacie peuvent entraîner des insuffisances rénales, notamment tout banalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme ces médicaments diclofénac, je cite, ibuprofène, que l'on prend pour un mal de genou, un mal de dos, un mal de tête. Mais ces médicaments, dans certains contextes, ils peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë. Et certains antibiotiques qui sont en vente libre dans les pharmacies peuvent également entraîner des insuffisances rénales aiguës, voire chroniques. La pharmacopée traditionnelle également. Également, la phytothérapie, parce que comme on le sait, les gens ils enlèvent des racines, on ne sait pas trop, qui ne sont pas dosées, on ne sait pas ce que c'est. Avec ce cocktail Molotov, là souvent, on peut avoir une atteinte rénale sévère et qui peut en fait se solder par une maladie rénale chronique à long terme. Ok, monsieur Sanor, maintenant comment vous vivez avec cette maladie? Bon, et disons qu'avec la dialyse, on essaie de vivre comme tout le monde. Voilà, moi personnellement, je pars au service, je travaille. Voilà, les jours de mes séances de dialyse, je me présente, je fais ma dialyse, je rentre chez moi. Il n'y a pas de problème. La dialyse, c'est combien de fois dans la semaine? Présentement, nous sommes à 2 fois par semaine. Mais le docteur est là avec, sous sa permission, on dit qu'il faut au moins 3 séances dans la semaine pour faire une bonne dialyse. 3 fois par semaine. Voilà. Et après la dialyse, vous vous sentez soulagé? Ça va tout ça? Énormément, énormément. Après la dialyse, on se sent léger, ça va. Voilà. Donc, okay. Docteur, à quel moment le patient doit se faire dialyser? Donc au stade terminal, donc au stade 5 de la maladie rénale chronique, il faut en fait une thérapie de suppléance. Ce n'est pas tous les malades souffrant d'insuffisance rénale qui sont soumis à la dialyse. Bon, en fait, il y a des indications, même en cas d'insuffisance rénale aiguë, quand c'est sévère, quand il y a des symptômes, la créate est très élevée, le patient n'urine plus, il faut dialyser. Mais en général, quand c'est aigu, c'est réversible, comme je vous l'ai dit, donc pris en charge de façon adéquate assez tôt. Donc quelques séances de dialyse et le patient récupère. Mais maintenant, quand on parle de l'insuffisance rénale chronique terminale, donc au stade terminal, c'est quand le DFG est inférieur à 15, là, il faut suppléer le rein. Et donc, il y a la dialyse. Ça, c'est l'hémodialyse. Hémodialyse, donc ça consiste à prendre le sang du patient qui est chargé en déchets et qui est, en général, le patient est en surcharge. Donc, on prend ce sang à travers un abord vasculaire qui peut être en urgence un cathéter veineux ou une fistule pour les patients qui ont déjà eu une fistule parce que c'est une voie d'abord préférentielle. Donc, et à partir de c'est une voie de gros calibre pour prendre un bon débit de sang, amener à la machine. Et là, au niveau de la machine, il y aura un échange entre le sang et le dialysat qui est préparé dans la machine. Donc, il y aura un échange. Donc, il y aura les toxines vont passer du sang vers le dialysat et vers la machine. Et donc, du dialysat, il y aura des éléments dont le patient a besoin qui seront apportés dans le sang. L'excédent d'eau également sera retiré et évacué dans les égouts. Voilà, donc c'est ça, c'est l'hémodialyse. C'est ce qui se fait au Burkina, mais il y a une autre technique de dialyse qui est la dialyse péritonéale, qui pour le moment ne se fait pas au Burkina, mais qui est également une technique qui est assez intéressante, surtout pour les enfants dont nous venons de parler,
ou les patients qui sont âgés ou qui ont des insuffisances, qui ont des maladies cardiaques, parce qu'il faut savoir que l'hémodialyse, c'est quand même une technique qui est plutôt adaptée à des patients qui sont assez stables. Puisque les patients, par exemple, de réanimation qui présentent une insuffisance rénale avec une déférence multiviscérale qui sont instables, on ne peut pas, en fait, c'est pas vraiment adéquat de leur proposer l'hémodialyse intermittente. Voilà. Donc après l'hémodialyse, est-ce que le patient se sent bien? Est-ce que la purification, parce que ça remplace le rôle du rein, est-ce que la purification du sang, il n'y a rien à dire à ce niveau? Normalement, les patients, justement, c'est l'objectif de l'hémodialyse, c'est de pouvoir soulager le patient. Mais il faut savoir une chose, comme il l'a dit M. Sanon, bon, ici, les patients dialysent 2 fois par semaine, mais les recommandations internationales disent qu'il faut au moins 3 fois par semaine, donc des séances de 4 heures, 3 fois par semaine, donc ça revient à 12 heures par semaine. Mais maintenant, de plus en plus, dans certains pays où ils ont les moyens, en fait, ils proposent des dialyses quotidiennes, ou des dialyses nocturnes longues de 8 heures. Donc, il faut savoir que le rein, quand il fonctionne H24 sans arrêt. Donc là, en fait, ce qu'on propose, c'est de pouvoir soulager le patient tout en lui permettant d'avoir un traitement qui soit compatible avec son activité sociale et professionnelle. Donc, parce que si on va se mettre à le dialyser tout le temps, ça veut dire qu'il sera branché à la machine sans interruption. Donc, mais les 2 séances, en général, ça permet au patient d'être soulagé. Donc, on épure, on enlève l'excédent d'eau et ça lui permet de tenir entre 2 séances pour encore revenir être branché pendant 4 heures sur la machine et faire le traitement. Okay. Monsieur Sanon, vous êtes réuni au sein de l'association burkinabé des dialysés insuffisants rénaux. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Bon, il faut dire que l'Abudir, depuis sa création en 1999 en Côte d'Ivoire, est reconnu officiellement en 2002. Et l'actuel bureau qui est là, dirigé par le professeur Albert Ouedraogo, a été élu pour la première fois en 2021 et réélu l'année passée en 2024. Donc l'Abudir, c'est améliorer le sort des malades, des insuffisants rénaux, leur sort sur le plan médical et social, et surtout l'entraide entre membres, et vraiment informer le pouvoir public et la société civile sur vraiment l'insuffisance rénale et sa prise en charge. Voici le rôle de l'Abudir en quelque sorte. L'association compte combien de membres à ce jour? Parce que là, parce qu'il y a au moins 6 centres aujourd'hui, hein, et par centre, on a à peu près, Bogodogo, nous sommes à peu près à 60 membres, Yalgado 200 membres, et je pense qu'environ 400 membres inscrits aujourd'hui. Voilà. 400 membres, le docteur donnait une estimation de 20 000 sur le plan national. Est-ce que vous arrivez à couvrir les besoins des malades? On est loin de couvrir les besoins des malades parce qu'il faut savoir, comme il vient de le dire, on est environ à 800 patients dialysés au Burkina sur les 6 centres. Donc 3 centres à Ouaga, 1 à Tenkodgo, 1 à Ouaguia, 1 à Bobo. On couvre que 800 patients dialysés. Il faut savoir que dans chacun de ces centres, il y a une liste d'attente qui ne cesse de s'allonger chaque jour. Une liste qui est là où les patients ordinaires sont inscrits. Voilà. Pas les patients ordinaires, les patients malades qui sont atteints de maladies rénales, stade pré-terminal à terminal, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont besoin de dialyse qui attendent, tout en sachant qu'un patient malade ne peut pas attendre, à vrai dire. Et ceux qui ne sont pas sur la liste, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? En fait, tous les patients qui arrivent dans nos centres sont systématiquement inscrits sur une liste d'attente. Au stade avancé, au stade 4-5, nous les inscrivons systématiquement sur la liste d'attente. Et ceux qui ne sont pas inscrits, c'est parce que peut-être qu'ils sont à un stade précoce, le temps de les préparer, faire le counseling, parce que ce n'est pas toujours évident pour le patient d'accepter d'abord la maladie, de se rendre compte qu'il est malade, même s'il n'a pas encore les symptômes de la maladie rénale chronique, et le préparer maintenant à une thérapie de suppléance, qui peut être soit
la dialyse ou la transplantation rénale. Souvent, est-ce qu'il arrive que lorsque vous donnez les résultats à un patient, il a du mal à les accepter? C'est très fréquent. C'est très fréquent, surtout pour un patient qui n'avait rien, qui vaquait à ses occupations, tout d'un coup, qui a un mal de tête, qui va consulter, on se trouve que la tension artérielle est élevée, on lui demande de faire un bilan biologique, on tombe sur des créatamines, c'est pas rare. Et quand il arrive et il voit qu'il est en insuffisance rénale, quand on lui explique, il ne comprend pas, il n'accepte pas, surtout quand il est jeune et en activité. C'est très difficile. Ouais. Est-ce qu'il y a des plaidoyers que vous menez auprès des autorités pour pouvoir élargir la gamme quand même? D'accord. Pour que tous les patients puissent bénéficier des services de docteur. Je vais rebondir à ce que le docteur vient de dire. Et par rapport à la liste d'attente, on voit que dans les centres de dialyse, le problème qui se pose, c'est le nombre de générateurs. Voilà, par exemple, vous prenez un centre comme Bogodogo, qui a 12 générateurs, et il y a 3 groupes qui dialysent par jour. Il y a le premier branchement, le deuxième branchement, le troisième branchement. Quand on fait rapidement le calcul, on a environ 12 fois 3 par jour et 3 groupes. Donc, vous voyez que malheureusement, on a évoqué ça avec le ministre la dernière fois, et si quelqu'un qui est sur d'attente, malheureusement son seul souhait, c'est que quelqu'un libère la place pour que lui vienne en dialyse. C'est dommage, mais c'est comme ça. Libérer, ça veut dire qu'il faut décéder. Voilà, quelqu'un décède. Quelqu'un décède pour que lui le remplace. Donc, d'abord, dans les centres existants déjà, c'est d'abord voir augmenter vraiment le nombre de machines pour pouvoir encore prendre plus de personnes en dialyse, puisque la liste d'attente est très longue. Donc, mais avec vraiment le ministère qui fait beaucoup, et avec les centres qui vont ouvrir d'ici là, je pense qu'on pourra absorber un peu cette liste d'attente. Sinon, c'est vraiment un véritable problème, la liste d'attente. Donc, c'est votre plaidoyer actuellement pour qu'on puisse augmenter le nombre de générateurs? Le nombre de générateurs dans les centres existants. Et encore créer l'idéal, c'est avoir au moins un centre de dialyse par région. Voilà. Donc, je pense qu'il y a Gawa qui doit ouvrir bientôt. Et il y a, le gouvernement a annoncé la dernière fois, il y a Dédougou, il y a Dori, il y a Banfora. Donc, je pense que si ces centres arrivent à s'ouvrir, ça va beaucoup soulager les malades. Ouais. Vous dites que l'insuffisance rénale, c'est quand le rein n'arrive pas à jouer son rôle normal. Est-ce qu'on peut vivre, on a 2 reins? Est-ce qu'avec un seul rein, un patient peut s'en sortir? Tout à fait. Donc, il y a des patients en fait qui naissent avec un seul rein, ou lors d'une maladie, ils sont amenés à enlever l'un des reins malades, ou lors d'un don de rein, par exemple un donneur vivant apparenté qui va donner son rein à l'un de ses parents. Donc tout à fait, on peut vivre avec un seul rein sans problème, puisque le rein a des capacités d'adaptation. Donc le seul rein va s'adapter au fait qu'il est seul et il va jouer le rôle de 2 reins. Dans le cas de l'insuffisance rénale, est-ce qu'un seul rein, avec un seul rein, est-ce qu'il est nécessaire de mettre le patient sous hémodialyse? Pas du tout. Si le patient est malade, c'est que les 2 reins sont atteints. C'est pour cela qu'il est malade, qu'il présente une maladie rénale. Avec un rein fonctionnel, il n'a absolument pas de problème. Est-ce qu'à part l'insuffisance rénale, il y a des maladies qui s'attaquent aux reins? À part l'insuffisance. Donc, dès qu'il y a une maladie rénale, bon, par exemple, on peut ne pas avoir une insuffisance rénale, c'est-à-dire qu'on a un début de filtration glomérulaire, comme je l'ai dit plus tôt, un début de filtration glomérulaire qui est normal, mais le rein laisse passer, par exemple, des protéines. Donc, c'est dans le cas, par exemple, du syndrome néphrotique, de maladies glomérulaires. Donc, quand le rein laisse passer les protéines, bon, le rein est malade, mais la fonction rénale est conservée. Ok, l'année passée, le gouvernement, parce qu'il y avait, avant de pouvoir bénéficier de l'hémodialyse, il y avait une caution qu'il fallait payer. C'est ça. Je crois que le gouvernement a suspendu ça. Comment vous avez apprécié à votre niveau? Il faut dire que cette annonce
est venu, et je pense que c'était la veille de la journée mondiale du rein. Donc, ce jour-là, le jour de la journée, on a eu à signifier fin au ministre qui était là. Franchement, c'était une décision salutaire. Vraiment, parce que il faut reconnaître que pour avoir la place en public en son temps, il fallait payer 500 000 francs et la caution. Et 500 000 francs, ce n'était pas donné au Burkinabé lambda. Hein. Voilà. Et hormis ça, il fallait au moins aller peut-être en clinique. Hein. Et il y avait une seule clinique, sans la nommer, qui faisait ça à 95 000 francs la séance. De dialyse. Et moi, personnellement, j'ai fait plus de 15 séances dans cette clinique d'avoir la place à Bogodogo. Donc, imaginez-vous, pour un fonctionnaire, 95 000 francs la séance, c'est pas évident. Il faut 2 séances dans la semaine. 2 séances minimum dans la semaine, et pour au moins se sentir bien. Donc, vous comprenez que c'est pas évident. Hein? Voilà, c'est pas évident. 95 000 francs la séance, je pense que c'est pas évident. Bon, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Et la gratuité, c'est bon. Mais comme on le dit chez nous, c'est bon, mais c'est pas arrivé. Voilà. Donc, tant qu'on ne va pas augmenter le nombre de générateurs, augmenter la capacité d'accueil des centres de dialyse, bon, le problème est toujours là. Le nombre de spécialistes également. Ah oui. Parce qu'ils ne sont que 30 oui, c'est pas évident aussi. Ah, oui. Voilà, c'est pas évident. Voilà. Tant qu'on ne va pas augmenter tous ces trucs-là, c'est un peu compliqué. Il faut d'abord avoir accès à la dialyse. C'est un parcours de combattant. Ouais. C'était une décision sanitaire, docteur. L'annulation de la caution de 500 000 francs que chaque patient devrait débourser avant de pouvoir bénéficier des services de l'hémodialyse. Parce qu'il y a beaucoup qui mouraient sans pouvoir payer cette caution, ou qui repartaient avec leurs malades parce que c'était un peu compliqué. Bon, moi en tant que praticienne, j'ai un autre point de vue sur la question, parce que en fait, c'est vrai que les 500 000 posaient un problème, mais il faut garder à l'esprit que malgré en fait la levée de cette somme, de ce forfait-là, moi je pense, de mon point de vue, il y a autant de patients qui peut-être meurent ou attendent encore la dialyse parce que le nombre de postes ne s'est pas étendu et le nombre de patients qui arrivent va croissant. Donc pour moi, c'est bien. C'est un acte salutaire pour les patients qui n'avaient pas les moyens. Mais même ceux qui ont les moyens aujourd'hui ne peuvent pas dialyser au Burkina parce qu'il n'y a pas de place. Et ça, c'est une réalité. Il faut se dire qu'aujourd'hui, un centre qui ouvre au Burkina, un centre d'hémodialyse, il sera rempli avant la fin de l'année. Bobo a ouvert en 2018, en cours mars 2018. Avant la fin de l'année 2018, il était saturé. Tenkorgo a ouvert en janvier-février 2024. Avant la fin de l'année, il était saturé. Donc, l'action à mener ici, c'est plutôt la prévention, la prise en charge en amont, la formation des médecins en périphérie pour la prise en charge et la prévention de la progression de la maladie rénale. Parce que quand il arrive à notre niveau, au niveau central, c'est déjà trop tard. Le patient est en insuffisance rénale chronique terminale. Il est à un stade avancé où on ne peut rien lui proposer d'autre que l'hémodialyse qui, malheureusement, le nombre de places est très limité par rapport aux patients qui arrivent. Le gouvernement a aussi annoncé la transplantation des organes d'ici la fin de l'année. Ça doit être une réalité. Est-ce que ça pourra soulager les malades qui souffrent déjà de cette maladie qui est sévère? Tout à fait. C'est salutaire, aussi bien pour les patients que pour nous, les praticiens, qui sommes en contact de ces malades au quotidien. Nous espérons que les patients qui arrivent assez tôt, qui n'auront pas de contre-indication et qui auront des donneurs compatibles et qui auront des donneurs qui ne présentent pas de problème et qui soient compatibles avec eux, on pourra procéder très prochainement aux transplantations rénales. Oui. Pas coûteux. Est-ce que ce serait abordable pour un citoyen lambda de pouvoir Bien sûr, le coût de la prise en charge de la maladie rénale est très coûteuse. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Déjà, l'hémodialyse est subventionnée, mais ça a un coût. C'est à coût de milliards que c'est subventionné chaque année donc, par les autorités.
Donc, il faut savoir que ce soit l'hémodialyse ou la transplantation, ça a un coût. Et même si le patient ne paye pas, quelqu'un paye derrière. Donc, nous tous, puisque c'est subventionné, nous payons. Et il faut se dire que peut-être c'est de se dire que l'hémodialyse aujourd'hui est subventionnée, mais son coût n'est pas à moins de 70 000 francs la séance, que ce soit au public ou au privé. Et donc, si vous voyez sur une année ce que ça coûte aux autorités, c'est énorme. Aujourd'hui, la transplantation est salutaire dans le sens où la transplantation, c'est vrai que quand on estime, on évalue le coût de la transplantation, c'est autour de 15 millions. De la préparation des couples du receveur, du donneur, de l'intervention en elle-même, de l'hospitalisation et du suivi du patient. On tourne autour de 15-20 millions, sans compter les immunosuppresseurs, le traitement que le patient transplanté devra prendre tant qu'il aura le greffon fonctionnel. Voilà. Donc les 15 millions ne prennent même pas en considération les immunosuppresseurs, mais en fait les études ont montré qu'au bout d'une année, la transplantation coûte moins cher que l'hémodialyse. Comment vous avez accueilli également cette nouvelle-là, la transplantation des organes, surtout des reins, d'ici la fin de l'année? Et le docteur a évoqué également le coût qui pourrait être quand même un obstacle pour bon nombre de Burkinabés. Vraiment, quand on a entendu ça, on dit vraiment pour un pays comme le Burkina, se permettre la transplantation, vraiment, les autorités ont une grande vision. Mais par rapport au coût, bon, jusqu'à présent, on n'a pas une idée exacte du coût au Burkina. On attend de voir d'abord. Mais comme le docteur vient de le dire, 15 à 20 millions à l'extérieur présentement. Bon, c'est pas du tout simple. Hein? Voilà. Mais je m'en voudrais si je ne vraiment loue pas vraiment ce que les autorités font déjà, hein, et par rapport à la dialyse, à l'hémodialyse au Burkina déjà, ils ont fait beaucoup de choses, hein, beaucoup. Voilà, sans comparer par rapport dans la sous-région, si on veut classer, on n'est pas la dernière nation en tout cas. Voilà, parce que, et sans citer de pays, il y a certains pays, pour être dialysé, il faut d'abord être fonctionnaire, sinon on ne te dialyse pas. Et il y a même un de leurs compatriotes qui était dans notre bureau à Bogodogo, qui est rentré au pays sans pouvoir dialyser et qui est revenu. Malheureusement, il est décédé par la suite. Et donc, c'est pour dire que vraiment les autorités font déjà beaucoup. Et on attend pour voir les premiers transplantés pour encore espérer. On voit que tout ce qui est lié à l'insuffisance rénale, c'est réellement coûteux, c'est de grosses sommes. Est-ce que laisser cette problématique entre les mains de l'État, est-ce que le privé ne peut pas s'y intéresser? Il y a des opérateurs économiques, il y a peut-être même ceux qui ont des cliniques privées. Je vois que cette histoire, c'est l'État seulement qui s'en occupe. Alors que le matériel, vous avez parlé de générateurs et autres, là, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir pour permettre aux privés d'investir dans les domaines? C'est le cas déjà, puisqu'il y a des privés qui offrent l'hémodialyse comme soin. Donc, et je sais que, bon, comme il le dit, il y a peut-être 2-3 ans, il n'y avait qu'un seul privé qui s'intéressait à la question, où il était possible de faire la dialyse. Ça coûtait 95 000. Mais aujourd'hui, bon, voilà, il y a 2 privés, donc, et le coût a quand même baissé. C'est passé de 95 000 à 75 000 la séance. C'est vrai que c'est toujours onéreux pour le citoyen burkinabé, mais bon, c'est le coût de l'hémodialyse malheureusement. Et effectivement, comme il l'a dit, il l'a souligné, en fait les autorités font beaucoup pour la prise en charge de la maladie rénale chronique au Burkina. D'ailleurs, en parlant de la transplantation, pour l'instant nous n'avons pas toutes les informations sur la subvention de la transplantation, mais nous savons déjà que les 10 premiers couples seront entièrement pris en charge donc, de A à Z, aussi bien pour le donneur que le receveur. Ça, c'est
Une bonne nouvelle alors. Alors, quelles sont les actions de sensibilisation que l'Abudir mène auprès de la population pour pouvoir prévenir cette maladie? Oui, pendant la semaine mondiale du rein, une semaine, et on fait des sensibilisations, des plateaux télé, radio, pour sensibiliser les gens. Et la preuve est que le thème de cette année même, c'était comment vont vos reins et comment faire pour diagnostiquer la maladie rénale. Voilà, donc par rapport à ce thème déjà, je pense que c'est une manière de sensibiliser aussi les gens pour que les gens se fassent discuter au moins tôt. Voilà. À part la journée, il y a des actions que vous menez au sein des marchés, des yards, des établissements scolaires, des universités. Parce que la maladie est tellement dangereuse qu'il faut quand même prendre les taureaux par les cornes et prévenir la population. C'est ça. Voilà. Bon, malheureusement, c'est une association à but social qui n'a pas beaucoup de moyens. Voilà, parce qu'il faut beaucoup de moyens aussi pour aller un peu vers les gens, pour les sensibiliser. Je pense que c'est un volet et qu'on va aborder avec le ministère d'ici là, oui, pour la prévention, la sensibilisation. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette maladie dangereuse et mortelle? C'est déjà de dépister tôt la maladie. Donc les populations à risque, c'est qui? C'est de les identifier, de les dépister et de les suivre pour ralentir la progression de la maladie rénale. Donc les populations à risque, c'est surtout les patients hypertendus, les patients diabétiques, les patients obèses, les patients qui ont présenté une insuffisance rénale aiguë à un moment quelconque de leur vie. Ce sont des patients à risque qu'il faut identifier comme ça, ou des patients qui ont dans leur famille des maladies rénales héréditaires. Qu'est-ce que le malade doit éviter, le malade insuffisant rénal? Le malade insuffisant rénal devra avoir une bonne hygiène de vie. Donc c'est de manger équilibré, peu salé, peu gras. Faire de l'activité physique. Pour ceux qui fument, c'est d'arrêter de fumer et d'éviter la consommation de produits néphrotoxiques. Donc par là j'entends la phytothérapie, les médicaments même modernes qui sont pourvoyeurs d'insuffisance, qui peuvent être pourvoyeurs d'insuffisance d'atteinte rénale, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, certains antibiotiques, comme voilà, un antibiotique qu'on consomme comme des bonbons. Il suffit que vous ayez un rhume ou une bronchite, vous allez à la pharmacie, vous prenez de l'amoxicilline. Ça peut être anodin, mais ça peut voilà, entraîner une maladie rénale. Et quand on a une affection, il y a certaines infections également qui sont pourvoyeuses, qui peuvent entraîner une atteinte rénale. C'est le cas du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C, d'une infection autre, quelconque, bactérienne, virale ou fongique qui peut entraîner une insuffisance rénale. Il y a également les maladies héréditaires. Donc dans la famille, quand il y a certaines maladies qui ont été diagnostiquées comme la polykystose rénale, qui n'est pas rare, même dans notre contexte. Donc quand il y a un patient qui est atteint de maladie kystique rénale, il faudra dépister dans la famille également les autres membres de la famille. Est-ce que depuis l'apparition de la maladie, vos habitudes alimentaires ont changé? Beaucoup, hein? Beaucoup. Comme le docteur vient de le dire, hein, éviter ce qui est le potassium, beaucoup de potassium, des aliments riches en potassium, et les boissons alcoolisées, bon, une hygiène de vie aussi, quoi. Franchement, beaucoup a changé par rapport à avant. Avant c'était les hommes, on voit de plus en plus les femmes faire la maladie. Qu'est-ce qui explique cela, docteur? Parce qu'avec les mêmes facteurs de risque, à facteur de risque égal, les femmes ou les hommes font la maladie. C'est vrai que on a aussi beaucoup de femmes jeunes qui arrivent avec une maladie rénale. C'est souvent, pour la plupart des femmes jeunes, hein, en âge de procréer, c'est au décours de la grossesse, on voit de plus en plus.
au cours de la grossesse qui développent ou qui avaient une hypertension qui se révèle ou qui se complique au cours de la grossesse. Et quand c'est mal pris en charge, ces patientes, elles arrivent après quelques mois en insuffisance rénale chronique, malheureusement. Est-ce qu'une femme qui est victime de la maladie peut par la suite faire des enfants ou c'est dangereux? Oui, parce qu'il faut savoir que la maladie rénale chronique va jouer sur les hormones, sur le système reproducteur. Donc ça va faire que elles auront moins de chances de tomber enceintes. Et même quand s'il arrive qu'elles tombent enceintes, le fait d'être enceinte pourrait aggraver l'évolution de l'insuffisance rénale. Donc en général, quand elles arrivent, on évite ou en tout cas on encadre la grossesse. Voilà. La grossesse peut être dangereuse en ce moment. Mais tout à fait. Elle peut être aussi bien dangereuse pour la femme que pour l'enfant, parce que la grossesse va accélérer la progression de l'insuffisance rénale. Et la maladie rénale va jouer sur l'évolution de la grossesse, donc peut entraîner un retard de croissance, ça peut entraîner un avortement. Voilà. On voit que les frais pour pouvoir quand même s'occuper de sa santé quand on est insuffisant rénal, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'au sein de l'association ou des malades qui viennent pour se faire dialyser, est-ce qu'il y a des cas où souvent économiquement c'est difficile et certains abandonnent? Abandonner, c'est-à-dire... Il y a des produits à payer, il y a des examens à faire, il y a la continuité des soins. On peut pas abandonner, hein? On s'accroche à la vie. Et c'est bien vrai que c'est un peu compliqué, hein? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de cas sociaux. Voilà. Et maintenant, il y a, hormis même la gratuité là, il y a beaucoup d'autres choses aussi, hein, qu'on n'en a pas parlé. Par exemple, la pose de la fistule. Voilà, par exemple, la fistule, on ne peut pas dialyser. Le docteur est là. Présentement, ça fait 250 000 francs, la pose de la fistule. C'est bien vrai qu'avec certains chirurgiens, la Belgique a négocié pour qu'on fasse à 150 000 francs. Mais même 150 000, ce n'est pas toujours évident. Hormis ça, il y a les médicaments qu'il faut chaque fois payer parce que 80% des dialysés sont hypertendus ou diabétiques. Donc, il y a des médicaments qu'il faut payer aussi. Donc, c'est un peu pas facile. Ouais. C'est pas facile, docteur, parce que la gratuité, la levée de la caution, ça c'est salutaire, mais il y a d'autres charges financières aussi qui sont là. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas uniquement la dialyse ou l'hémodialyse, il y a d'autres frais aussi, il y a d'autres choses à faire. Il y a le traitement, comme il l'a précisé, le traitement complémentaire, parce qu'il n'y a pas que la dialyse, les patients hémodialysés sont quasi tous sous traitement antihypertenseur. Il y a également le traitement de l'anémie qui a son coût. Et comme il l'a si bien souligné, il y a également l'abord vasculaire, puisqu'il y a les fistules artério-veineuses, mais il faut noter que en fait, c'est pas parce qu'on a fait une fois la fistule que c'est fini. Donc la fistule, elle peut poser un problème, on peut être amené à refaire une autre fistule, donc, et à chaque fois, c'est un coût supplémentaire. Et mis à part ça, dans le suivi des patients, il y a également, pour le suivi, il faut des contrôles biologiques et paracliniques réguliers. Normalement, c'est tous les mois, mais ici, difficilement on arrive à le faire parce que c'est coûteux. Dans les centres de santé, il arrive souvent que les parents, à force d'accompagner les patients, décident de les abandonner. Ça arrive très souvent. Parce qu'à Yalgado, on a vu des exemples où il y a des gens qui ont élu domicile même au sein de l'hôpital. Est-ce qu'à votre niveau, c'est des cas que vous rencontrez fréquemment? Assez fréquemment, oui. On en voit. Quand au début de la maladie, quand on diagnostique la maladie, parce que les gens ne savent pas exactement ce que c'est, le fardeau que c'est pour le patient, son entourage. Donc au départ, on voit que le patient vient entouré et soutenu, mais au fil du moment, quand ils se rendent compte que c'est quelque chose qui ne finit pas, les gens finissent par se lasser et se fatiguer et ils partent. Il laisse le malade est souvent laissé à lui-même. Il y a des malades qui arrivent à l'hôpital, quand il y a une urgence, il n'y a personne à côté et le personnel soignant est obligé souvent de mettre la main à la poche et de se mobiliser pour prendre en charge le patient. Ça, ce n'est pas du tout rare non plus. Et qu'est-ce que la BIDIR fait en ce moment des patients qui sont abandonnés par leurs parents? Il faut reconnaître que
80% des gens qui sont abandonnés, malheureusement, c'est des femmes. Voilà, c'est des femmes. C'est un peu délicat. J'avais fait le reportage, j'avais vu qu'il y a certaines qui dorment carrément à Yalagado depuis des années, abandonnées par leur mari. Voilà. Et au niveau de l'Abudir, on essaie vraiment d'apporter un peu de soutien à ces personnes. Voilà. Nous, on est en train de voir avec le ministère pour trouver vraiment une maison peut-être d'accueil pour ces personnes-là qui n'ont apparemment plus de famille même, voilà, qui sont abandonnées, voilà, qui sont laissées à leur propre sort. Vraiment, c'est pas facile. Ouais. Est-ce que des cas de décès, on en enregistre énormément au sein de votre service? Il y en a, mais dans notre structure à Tengango, c'est une petite structure de 12 machines comme à Bogdo. Et on n'a pas beaucoup de décès vraiment, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pour ça que nous travaillons à garder nos patients le plus longtemps en dialyse et jusqu'à, en espérant bientôt avec la transplantation, il y a certains qui pourront être transplantés et qui sortiront de l'hémodialyse. Mais bon, bien sûr, on enregistre des décès annuels, mais pas beaucoup, vraiment, à Tengango. Je n'ai pas un chiffre que je peux vous donner là, comme ça en tête, mais on n'a pas beaucoup de décès annuellement. Est-ce qu'à part le côté médical, il faut travailler sur le côté psychologique, essayer de remonter le moral de ces personnes qui sont dans une situation un peu déplorable, abandonnées souvent par la famille et qui ne savent pas à quel sens se vouer? Ben, tout à fait. Normalement, dans la prise en charge de la maladie rénale, il y a le soutien psychologique qui fait partie de la prise en charge. C'est vrai que dans nos structures, dans nos unités de dialyse, nous n'avons pas de psychologue de disponible, mais nous espérons que, voilà, que ce sera mis en place parce que les patients en ont vraiment besoin. Le plaidoyer est fait par l'Abudir pour avoir un psychologue, pour soutenir quand même ces personnes qui sont quand même dépassés par la situation, abandonnés par tout le monde. Est-ce que c'est un plaidoyer ou vous recherchez à votre sein des psychologues pour pouvoir... Bon, il faut reconnaître qu'au sein des dialysés, il y a des psychologues de formation. Il y a des psychologues de formation. Peut-être que c'est voir avec eux, voilà, si vraiment... Mais individuellement même, nous sommes tous des psychologues, hein, parce que je sais qu'on m'a approché plusieurs fois pour aller remonter le moral de certains malades qui venaient d'arriver en dialyse. Et vraiment, quand tu pars, la personne te voit, il veut que au moins, tu brilles un peu, ça va un peu, et la personne sait que ce n'est pas la fin du monde, quoi. Donc, c'est ce travail psychologique d'abord qu'il faut individuellement faire, parce qu'il n'y a pas plus psychologue que le malade lui-même, un malade qui va vers notre malade pour le réconforter. Et c'est un exemple vraiment poignant, voilà. Donc je pense que, mais on peut voir avec le ministère aussi pour former des psychologues aussi pour les malades. Hein. Voilà, je pense qu'on en a déjà parlé et on va encore relancer. Ouais. Okay. Donc dans quelle situation vous vous retrouvez lorsque vous observez la situation de ces malades qui n'est pas reluisante? Une situation de détresse. Vous imaginez, surtout que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est très souvent, donc c'est lourd à porter et je pense que nous-mêmes néphrologues, nous avons besoin de soutien psychologique très souvent. Nous avons été tous, autant que nous sommes, confrontés à des situations où c'est clair qu'il a fallu des semaines, voire des mois avant de se reprendre en main, de remonter en selle. Dans des situations où vous n'avez pas quand même digéré facilement le départ d'un patient. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est arrivé. Et comme je vous l'ai dit, très souvent, malheureusement. Et nous prenons un coup tous les jours. On entend dire qu'il est déconseillé à l'insuffisance rénale de ne pas boire assez d'eau, alors que dans la santé, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau pour pouvoir garder sa santé. Justement, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, ça dépend du stade de la maladie rénale. Quand c'est un stade débutant, au début, c'est plutôt de bien s'hydrater pour éliminer les déchets. Parce que comme je vous ai dit que le rein,
quand les reins ne fonctionnent plus, ben, il y a une capacité d'adaptation. Donc les néphrons qui restent vont essayer de travailler plus pour pouvoir compenser la partie qui ne travaille pas. Donc le fait d'hydrater, ça va permettre d'évacuer. Mais à un stade ultime, malheureusement, pré-terminal et terminal, bon, il n'y a pratiquement plus de néphrons d'unité fonctionnelle. Donc il y a une rétention d'eau en ce moment. Il ne faut plus boire, malheureusement. Oui, c'est difficile, mais c'est ça. Sanon, pour finir, vous allez donner un message à tous ceux qui traversent votre situation et qui sont désespérés. Vraiment un message d'espoir. Un message d'espoir. Et moi, personnellement, je dialyse, ça fait 5 ans que je dialyse. Et comme je disais au départ, ça n'a pas été facile d'accepter la maladie. Mais une fois qu'on accepte la maladie, on est déjà à moitié guéri. Voilà, donc vraiment dire à tous ceux qui sont en dialyse qu'il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. On peut vivre avec l'insuffisance rénale pendant beaucoup d'années. Okay. Voilà. Beaucoup d'années, docteur, des conseils pour garder ses reins sains et prévenir la maladie. Rapidement, on est en fin d'émission. D'accord. Ben, c'est d'éviter de boire beaucoup, quand on peut, surtout sous nos climats. Cette période de canicule, il faut boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, éviter de fumer, de boire, l'alcool, mener une activité physique régulière et consulter dès que nous avons des symptômes, voir un médecin généraliste déjà, et pour les patients hypertendus diabétiques, de suivre scrupuleusement les conseils et le traitement médical prescrit. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci à mes invités, Dr Fatimata Diallo qui est néphrologue au CHU de Tengango, et à Gauthier Sanon qui est vice-président de l'association burkinabé des dialysés et insuffisants rénaux. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre constante fidélité au programme de l'émission C'est ma santé. À la semaine prochaine pour un autre numéro.